À la une de ce journal, le président de la République reçoit le rapport annuel de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille portant sur la première année d'activité de l'institution. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif célèbre la journée nationale de l'école républicaine. La Cour des comptes organise des journées de réflexion autour de l'ancrage des principes de la transparence dans la gestion publique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le rapport annuel de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille est donc désormais entre les mains du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Il lui a été remis ce jour par la présidente de cette instance, Mehl Ahmed Talebne. Cette dernière a déclaré au sortir de l'audience qu'elle a saisi cette opportunité pour rappeler au chef de l'État la situation de l'Observatoire et les recommandations contenues dans le rapport, indiquant que ce dernier renferme la synthèse des activités de l'Observatoire durant sa première année, ainsi que des suggestions relatives à la nécessité d'adopter un draft de projet de loi sur les violations faites aux femmes et aux filles après sa correction et sa révision, afin que ces contenus soient en adéquation avec les exigences de la vie et particulièrement avec les préceptes des enseignements et valeurs islamiques. Parmi les recommandations contenues dans le rapport, une, a-t-elle dit, porte sur la nécessité de créer des systèmes ou des documents juridiques existants pour garantir la protection des enfants des mères divorcées, affirmant que celles-ci vivent une situation difficile vu qu'elles supportent seules l'éducation, l'enseignement et la prise en charge des soins de leurs enfants. Elle a aussi fait remarquer que d'autres recommandations font état de la situation juridique de l'indépendance de l'Observatoire et d'autres questions non moins importantes visant dans leur ensemble à améliorer la situation des femmes et des filles en Mauritanie. La présidente, en définitive, a indiqué que l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille est une institution consultative créée pour aider le gouvernement, le Parlement et la société civile en vue de la préservation des droits de la femme et de la fille. Hier, le président de la République a accordé une interview à 5 organes de presse privés nationaux au cours de laquelle il a répondu à une série de questions portant sur la situation économique, politique et sociale et les événements dans la sous-région et en Palestine. Malika Narni. C'est à cœur ouvert que le président de la République a répondu lors de l'interview accordée à 5 médias nationaux, El Akhbar, Kridem, Sahara, Le Rénovateur et Sahara Média, à une série de questions portant sur la vie nationale et également sur l'actualité régionale et internationale. Il a été question de la situation économique du pays au moment de l'accession à la magistrature suprême du président de la République et des démarches visant à court et à moyen terme à remettre l'économie sur le sentier de la croissance. Les efforts déployés dans le cadre de cette politique économique ont permis de renouer avec la croissance avec un taux de 6,4% en 2022, de préserver les équilibres budgétaires extérieurs, de réduire le taux de l'endettement extérieur de 27 points, de renforcer la confiance des partenaires et des investisseurs. Les investissements directs étrangers ont triplé sur les 3 dernières années. Un important programme a été engagé avec le Fonds monétaire international pour accompagner la mise en œuvre de réformes structurantes. La corruption et la gabegie qui minent le développement économique et social du pays ont été abordées. À cet effet, une nouvelle stratégie de lutte contre la gabegie et la corruption, institutionnalisée et marquée par la rigueur et le refus systématique de la partialité et du règlement des comptes, a été mise en place. De ce fait, il y a eu notamment le rattachement à l'inspection générale d'État, à la présidence de la République et son renforcement en termes de moyens et de ressources humaines qualifiées. En ce qui concerne les engagements avec British Petroleum portant sur 2 champs gaziers, le champ GTA partagé avec le Sénégal et le champ de Bir Allah,
Il s'agit du respect du calendrier, du First Gas, de la phase 1 du projet, de la maîtrise des outils du projet et la mise en œuvre des prochaines phases. Face au départ en masse des jeunes vers les États-Unis, une vision globale du développement intégré de la jeunesse est mise en place. Elle est centrée sur la création d'emplois et d'opportunités pour les jeunes, sur la formation technique et professionnelle qualifiante, la promotion de l'entrepreneuriat et le renforcement de l'accès au secteur productif, créateur d'emplois et de revenus tels que l'agriculture, la pêche et l'élevage. L'accès des jeunes à des financements adaptés et le développement d'outils d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Quant au projet de loi relatif à la lutte contre les violences faites à la femme et à la fille, il s'agit d'un draft de projet de loi qui a pour objectif de réfléchir aux mesures les plus à même de préserver davantage la dignité des femmes et de les protéger contre les violences de toutes sortes tout en ayant à l'esprit que la Constitution stipule que la charia islamique est la source des lois en Mauritanie. En ce qui concerne l'enrôlement biométrique, des efforts visant à rapprocher l'administration des citoyens est mis en place. Une campagne qui vient compléter le processus démarré en 2011 pour venir en aide aux populations qui ont des difficultés à accéder à l'état civil, lequel est un droit fondamental de tout citoyen. Dans le domaine des infrastructures de base, le gouvernement a déployé d'énormes efforts dans le monde des infrastructures lors de la période écoulée de ce mandat, et beaucoup a été réalisé dans ce domaine. Qu'il s'agisse des secteurs de l'enseignement, de la santé, des routes. Concernant la guerre contre Gaza, le président de la République a déclaré que la position mauritanienne est extrêmement claire car les dirigeants et le peuple mauritanien sont aux côtés du droit du peuple palestinien, frère, de disposer d'un État indépendant avec El-Quds Chérif comme capitale. Nous sommes solidaires avec ce peuple victime de toutes les formes cruelles de génocide et de déplacement au vu et au su du monde. Et à cet effet, la Mauritanie est active dans tous les cercles diplomatiques pour parvenir à l'arrêt immédiat de cette folle guerre afin de permettre l'entrée des aides humanitaires urgentes à Gaza. À quelques mois de la prochaine élection présidentielle, la question d'un second mandat a été posée au président de la République, qui a répondu « Servir mon peuple est toujours pour moi un honneur ». La Turquie a célébré hier sa journée nationale. Pour l'occasion, le chargé d'affaires de l'ambassade turque dans notre pays a organisé une réception à laquelle a assisté une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzoug. Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion, le chargé d'affaires à l'ambassade, Ahmed Fek Dafaz, a affirmé que la Turquie attache une grande importance aux relations unissant la Mauritanie à son pays, ajoutant que ces relations excellentes et historiques ont été développées au cours de ces dernières années. Il a indiqué que les échanges commerciaux entre les deux pays ont doublé au cours de la période 2010-2020, passant de 39 millions de dollars à 147 millions de dollars. Ce mardi, le Comité national du 5e recensement général de la population et de l'habitat s'est réuni sous la présidence du ministre de l'Économie et du Développement durable, Abdesselam Mohamed Saleh, son président. Au cours de la réunion, le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique a fait une présentation sur les préparatifs en vue du recensement, du lancement du recensement général de la population et de l'habitat à Mauritanie pour l'année 2023. Ce recensement vise à fournir les données nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des différentes politiques de développement. Le recensement général de la population et de l'habitat est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies prévoyant l'organisation d'un recensement général de la population et de l'habitat par les États membres tous les 10 ans. Notre pays procédera à son 5e recensement général de la population et de l'habitat avant la fin de cette année 2023, après la réalisation de 4 recensements précédents au cours des années 77, 88, 2000 et 2013.
Le département de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif a organisé hier soir une cérémonie à l'occasion du lancement de la première édition de la célébration de la journée nationale de l'école républicaine. La cérémonie a été émaillée de conférences mettant en relief les objectifs de l'école républicaine. Mohamed Khattab. Il s'agit de la célébration pour la première fois à partir de cette année 2023 de la Journée nationale de l'école républicaine fixée au 30 octobre de chaque année scolaire. L'événement a été supervisé par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould-Dahi, à l'école Saïd ibn Musayyab à Arabat dans la wilaya de Nouakchott-Sud. Les activités de cette cérémonie ont été marquées par une levée du drapeau au son de l'hymne national et des chants des élèves glorifiant les objectifs de l'école républicaine, suivi par la lecture de l'engagement sur l'honneur pour la réussite de l'école républicaine, lu par le directeur de l'école au nom de la famille pédagogique. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould-Dahi, de mettre en avant les grands objectifs nationaux de l'école républicaine, qui constituent par excellence une base solide pour l'éducation des générations montantes, armées de savoir et capables d'assurer une gestion efficace de nombreuses potentialités de la Mauritanie. Il a invité la famille scolaire dans son ensemble à contribuer à la réussite de la vision stratégique du président de la République visant le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale, précisant que l'année dernière, et sur proposition de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves, l'État a décidé de désigner le 30 octobre de chaque année comme journée nationale de l'école républicaine à commémorer chaque année dans le but de consolider le principe de l'école républicaine inclusive pour tous les Mauritaniens, quelle que soit leur couleur, langue ou situation financière, apprenant les cours et recevant les connaissances dans une même école, portant le même uniforme et égaux devant le tableau noir. Tous les Mauritaniens, a dit le ministre, ont convenu à l'unanimité de la nécessité de l'exclusivité de l'enseignement primaire à l'école publique après que la loi d'orientation du système éducatif l'ait stipulé, appelant tout un chacun à contribuer à la qualité de l'enseignement et la rapidité de la mise en œuvre de ce consensus national en faveur d'une école primaire publique inclusive pour tous les Mauritaniens. Lui succédant, le maire de la commune de Arabat a salué l'instauration de l'école républicaine et a indiqué que sa municipalité y contribue en fournissant présentement 50 000 manuels scolaires et 2 000 cartables aux élèves, sachant qu'elle approvisionne les écoles en eau potable et les équipes de caméras de surveillance pour maintenir la sécurité des élèves et des écoles. À son tour, le président de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves a souligné l'importance de l'école républicaine dans le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. La cérémonie a été marquée par l'organisation d'une table ronde animée par d'anciens ministres de l'Éducation, des personnalités de référence, des élus qui ont évoqué l'histoire de l'éducation en Mauritanie avant que place ne soit faite pour la remise des fournitures scolaires. Démarrage ce mardi à Nouakchott des festivités marquant l'ouverture du 3e séminaire arabe d'autonomisation de la femme arabe sous le thème « L'entrepreneuriat féminin dans l'artisanat culturel et novateur ». La rencontre vise à créer une base de développement pour le renouvellement des stratégies de développement et de renforcement des capacités Aminata Khan. Lancement du 3e forum arabe pour l'autonomisation des femmes dans les pays arabes sous le thème l'entrepreneuriat des femmes dans les industries culturelles et créatives. Un forum tenu cette année sous le haut patronage de la première dame Mariam Mitwahda et en coopération avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture et le Centre Mouhit pour le développement. Au menu de la rencontre, les questions relatives à la paix dans le monde et les travaux se tiendront 3 jours durant. Ce forum comprend également une exposition culturelle sur l'entrepreneuriat féminin et discutera du diagnostic des conditions et des défis qui entravent la participation des femmes dans le domaine des industries créatives et culturelles ainsi que l'exploration et le suivi des tendances de l'économie créative et des opportunités d'investissement. Dans un discours prononcé pour la circonstance, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Ould Ahmed Ould, a indiqué que l'entrepreneuriat féminin dans les domaines de la créativité démontre véritablement
la créativité des femmes arabes qui sont déterminées à jouer pleinement leur rôle tant dans l'histoire et il a indiqué qu'elles sont pionnières dans l'écriture. Le ministre a également indiqué que la contribution des femmes au développement occupe une place importante dans le programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Pour sa part, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Safia Bint Taha, a, au nom de la Première Dame, indiqué que l'autonomisation des femmes est l'un des mécanismes les plus importants utilisés dans les réformes politiques et développement. Il envisage de compléter les libertés, de développer les connaissances et de rendre justice aux groupes opprimés, notant qu'elle occupe une place de choix dans le programme du gouvernement. La ministre a passé en revue les programmes et activités visant à autonomiser les femmes à différents niveaux économiques, politiques, juridiques, sociaux et culturels pour assurer la promotion de leurs droits et leur pleine participation au développement. Elle a indiqué dans ce cadre que la transformation fondamentale du développement des pays arabes, la créativité et la création de contenus culturels doivent figurer au premier plan pour parvenir au décollage économique tant souhaité. La responsable du centre Mouhit, Mekfoula Bint Agat, a affirmé qu'au cours de ces 4 dernières années, les femmes mauritaniennes ont fait de grands progrès dans le domaine de l'autonomisation politique et économique et ont reçu une attention particulière de la part des décideurs. L'expert en gestion de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, Ahmed Habibi, a souligné que les femmes créatives sont un outil efficace pour parvenir au développement et à la solidarité humaine, soulignant que les rôles en tant qu'actrices de changement contribueront positivement à la renaissance de l'industrie culturelle arabe. Enfin, la représentante du Parlement irakien, Hanan El-Fatawi, a affirmé lors de son discours au nom des femmes invitées au forum que malgré l'exigence de faciliter leur accès à divers domaines de la vie et de les protéger, les femmes sont toujours au premier rang des luttes et souffrent de plusieurs fléaux tels que les guerres et les crises économiques. En marge de la cérémonie, la Première Dame, Mme Mariam Vardelda, a été honorée pour son rôle éminent qu'elle joue dans l'amélioration du statut de la femme mauritanienne. Et c'est la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille qui a reçu cet honneur en son nom. D'autres acteurs culturels tels que la grande chanteuse Ma'louma Bint Meda ont également été honorés. Des organisations de la société civile ont reçu aujourd'hui des aides financières octroyées par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Ces montants remis à leurs récipiendaires ou le commissaire s'inscrivent dans le cadre de l'application des engagements du gouvernement face au phénomène de la traite des personnes et du trafic des migrants. Nous retrouvons Aminata Khan. La Commission des droits de l'homme fournit une aide financière aux victimes de la traite des personnes. Une assistance qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du gouvernement pour lutter contre le phénomène de la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants. Présent à la rencontre, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmedou Ahmed Salem Ould Sidi, a affirmé que les progrès réalisés dans le domaine des droits de l'homme dans notre pays en général et dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes en particulier reflètent le souci du gouvernement de poser les bases d'un état de droit et des institutions de justice fortes à même de contrer toutes les violations des droits de l'homme. Il a indiqué que la création du fonds pour soutenir et assister les victimes de la traite des personnes fait partie du plan de travail de la Commission et vise à fournir une assistance directe aux victimes et à accorder des subventions aux organisations non gouvernementales qui s'occupent d'elles, soulignant que ce fonds est le premier du genre et constitue un progrès dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte contre la traite des personnes, car il est considéré comme un exemple dans le domaine de l'accompagnement des victimes. Mohamed Mahmoud Oulemberra, chargé des projets de l'organisation Nejda, a déclaré au cours d'un discours prononcé pour la circonstance et au nom du président de l'organisation Boubacar Ould Messoud que la lutte pour restaurer les droits et la dignité doit être l'affaire de tous, car l'organisation
peut maintenir ou revendiquer un monopole ou une exclusivité. Notons que la paix sociale et la coexistence pacifique en toutes les composantes nationales dépendent de la lutte pour atteindre ces objectifs qui respectent toutes les lois et dispositions réglementaires applicables sans exagération. Il a remercié à cet effet la Commission des droits de l'homme et l'Autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants pour ce geste noble qui démontre le partenariat constructif pour la promotion des droits de l'homme. Le coordinateur résident de l'Organisation internationale pour la migration dans notre pays a expliqué que ces mesures sont nécessaires dans la lutte contre la traite des migrants. Du fait de sa localisation géographique, la Mauritanie a été confrontée au cours des dernières années à l'accélération du phénomène de la migration. La dynamique migratoire donc, du pays a été intense dans toutes ses formes. Malgré les défis que pose le développement sous-régional, les Nations Unies tiennent à saluer et remercier ici le gouvernement mauritanien pour sa politique d'accueil et de générosité à l'égard des migrants et des réfugiés arrivant sur son territoire. Des progrès ont été réalisés dans la lutte contre la traite des personnes en Mauritanie. Au niveau national, la création de l'instance nationale de lutte contre la traite et la mise en place d'un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes sont des progrès essentiels qui s'ajoutent à la criminalisation de la traite par la loi 2020-018 qui prévoit, entre autres, une série de mesures d'assistance pour les migrants objets d'un trafic, y compris l'accès de base de soins, aux services et à l'assistance juridique, la possibilité de régulariser leur séjour, et on l'a vu récemment, donc la régularisation massive de milliers de migrants ici en Mauritanie, et demandant aussi pour les survivants la réparation et la protection, y compris aussi au niveau donc, des réfugiés, la protection contre le refoulement. Il est à noter qu'un mémorandum d'entente a été signé entre la Commission et les organisations qui étaient présentes à la rencontre. Direction Sidi Babi qui a abrité ce mardi le lancement de la semaine du pastoralisme organisé dans le cadre de l'atelier régional auquel prennent part des délégations et représentants de certains pays et organisations régionales. Mohamed Khattab. C'est une réunion consultative de 3 jours qui réunit les délégations de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal pour débattre de la mobilité pastorale, compte tenu de l'interdépendance quotidienne entre les populations qui en proviennent durant certaines saisons de l'année. Les travaux de cette rencontre d'échange du cadre de concertation transfrontalier tenu sous le thème Ensemble pour une mobilité pastorale apaisée a vu la participation d'organisations et d'organismes régionaux et internationaux et des walis et gouverneurs du Guidimakat, de Khaï, de Tambacounda, en plus du secrétaire exécutif du SILS et d'un représentant du PRAPS. L'occasion pour le ministre de l'Élevage, M. Hamdet Oudichin, de souhaiter la bienvenue aux délégations maliennes et sénégalaises dans la ville de Sidi Babi qui accueille la rencontre visant à renforcer les liens culturels, économiques et les relations fraternelles entre les peuples frères des 3 pays à la lumière du grand intérêt qu'attache, dit-il, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, aux relations de bon voisinage et de coexistence pacifique qui les unissent. Il a ajouté que le secteur de l'élevage est un pilier essentiel du système économique et social de notre pays car il contribue à hauteur de 10% au produit intérieur brut, en plus de son rôle efficace dans la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la création d'emplois. Il a rappelé que le secteur de l'élevage a connu une nouvelle dynamique dans son développement depuis le discours historique du président de la République dans la ville de Timbelra en mars 2021 et les réformes essentielles qu'il comprenait ainsi que la création d'un secteur ministériel spécial pour l'élevage. Il a souligné que de nombreux accords ont été signés entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal qui permettent d'exploiter de manière optimale nos ressources pastorales. Cela d'autant plus que la wilaya du Guidimaka est une région pastorale par excellence et reçoit des troupeaux de bétail en provenance de différentes wilayas du pays ainsi que des régions de Khaï
au Mali et de Tambacounda au Sénégal, lesquels en reçoivent à leur tour en provenance de la Mauritanie. Cela apporte des avantages économiques et sociaux aux habitants de ces régions et cette activité représente un modèle d'intégration entre nos pays. Mais la recherche de pâturage et d'eau peut provoquer des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles, ce qui nécessite la création d'un cadre de consultation transfrontalière entre Sélibabi, Khaï et Tambacounda, qui est tout à fait cohérent avec les efforts de nos gouvernements visant à trouver des solutions aux problèmes auxquels le secteur de l'élevage est confronté dans nos pays. C'est dire l'importance de cette rencontre d'échange entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, en collaboration avec le PRAPS, qui renforce l'intégration économique et sociale entre nos trois pays, notamment dans le domaine de l'élevage et de la restauration des frontières. Je vous le disais dans les titres, la Cour des comptes a organisé ce matin un workshop, des journées de réflexion autour des principes de la transparence dans la gestion publique. La rencontre vise à éclairer sur le rôle de l'instance juridique et ses prérogatives. Mohamed Khattab. Ce sont des journées de réflexion réunissant les différents acteurs principaux dans le domaine de la gestion et du contrôle des deniers publics organisées 2 jours durant par la Cour des comptes. Les travaux de cette première journée ont été marqués par des exposés et des interventions clarifiant la mission de la Cour, ses moyens et ses objectifs, et les efforts déployés pour renforcer les outils de l'État de droit, garantir la transparence dans la gestion des deniers publics et le respect du droit et de la discipline financière et administrative, le jugement des fautes de gestion, la sanction des abus liés aux règles et normes régissant le fonctionnement des finances publiques, entre autres. Intervenant à cette occasion, le président de la Cour des comptes a déclaré que l'évolution du concept de la mission, qui était largement perçue dans une perspective étroite, limitant son action uniquement à détecter et traquer les erreurs d'autrui pour les diffamer, a commencé à diminuer avec la diffusion de la conscience de l'action administrative et du contrôle, rappelant à cet égard que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, avait déclaré dans son discours de commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale ce qui suit, je cite, « Nous ne voulons pas que la lutte contre la corruption ne soit qu'un slogan ou qu'elle se transforme elle-même en corruption par la sélectivité, les règlements des comptes et l'atteinte à l'honneur des personnes sans présomption ni preuve. Nous voulons plutôt qu'il s'agisse d'un travail institutionnel efficace par lequel les ressources de l'État sont préservées et les corrupteurs sanctionnés conformément aux textes en vigueur. Ainsi, nous redoublerons d'efforts pour renforcer l'indépendance des autorités judiciaires et législatives, moderniser le code des marchés publics, ainsi qu'intensifier l'activité des organes de surveillance et de contrôle par l'envoi de leurs équipes dans tous les établissements publics et secteurs ministériels. Nous nous pencherons immédiatement et chaque fois que nécessaire sur les rapports qu'ils émettent et qui seront suivis d'effets immédiats. » Fin de citation. Le président de la Cour des comptes a rappelé que l'article 68 de la Constitution, révisé du 20 juillet 1991, précise que la Cour des comptes est l'institution supérieure indépendante chargée du contrôle des deniers publics et qu'elle s'efforcera de contribuer efficacement à l'ancrage d'une culture de transparence et de reddition. Nous sommes pleinement convaincus, a-t-il dit, que l'efficience de tout processus de contrôle dépend inévitablement de son degré d'intégration dans son environnement et de son interaction avec les changements qui apparaissent dans la gestion publique et qu'il est reconnu que le niveau de performance de toute action dépend avant tout du degré de compétence de ceux qui en sont chargés. Il a ajouté que l'amélioration de la qualité de l'action administrative et financière exige davantage d'efforts dans la performance de l'élément humain eu égard à son importance dans l'amélioration des méthodes et des mécanismes de gestion. Il est attendu des travaux de ces journées de réflexion qu'elles permettent de mieux enraciner la nécessité de rationaliser la gestion des ressources publiques et qu'elles aboutiront à la formulation de recommandations pratiques susceptibles de faire évoluer les procédures applicables, de mettre en place des mécanismes appropriés pour une gestion saine et de prendre les initiatives adéquates pour un changement qualitatif dans les procédures et les outils, ce qui aura un impact positif sur la gestion et la sauvegarde des deniers publics.
Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit le rapport annuel de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille portant sur la première année d'activité de l'institution. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif célèbre la journée nationale de l'école républicaine. La Cour des comptes organise des journées de réflexion autour de l'ancrage des principes de la transparence dans la gestion publique. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.